Vous allez bien? Au centre des débats quant aux déforestations massives, destruction d'écosystèmes au profit d'une planète de plus en plus urbanisée, la forêt englobe toute forme de vie. Végétaux, animaux, champignons, insectes et autres nombreux invertébrés qu'il est possible de trouver dans ne serait-ce qu'une poignée de terre. Par conséquent, une déforestation correspond à la destruction d'un écosystème tout entier, où chaque être vivant se différencie des autres par ses caractères et le milieu dans lequel il procrée. En raison d'un monde de plus en plus urbanisé couplé à un quotidien technologique, et même au-delà d'une vision à caractère anthropocentrique, l'humanité vit dans un monde de plus en plus excentré d'une population végétale. En témoigne simplement le graphique de l'ONU comparant l'évolution de la population rurale et la population urbaine entre 1950 et 2050. En même temps, on a un petit peu toujours cette vision de l'arbre qui est figé au sol, qui pousse et qui dit rien. Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! J'ai donc essayé de mélanger un peu toutes ces notions et de les articuler autour d'un point, et ce point c'est la question suivante: les arbres communiquent-ils entre eux? La botanique se définit par l'étude globale des plantes, mais présente néanmoins plusieurs connexions qui la relient aux autres sciences du vivant. Avant de traiter ce sujet, il convient de définir le langage, qui lui présente une complexité bien plus importante. Il correspondrait à la capacité d'exprimer une pensée profonde et de communiquer à travers un système de signes linguistiques. Et en ce sens, il formerait une capacité propre à l'homme. Au final, la question c'est, est-ce bien certain ? Pourquoi les arbres, eux, ne s'exprimeraient pas dans le silence? Depuis le XXe siècle, les arbres constituent un pilier élémentaire au sein de l'étude des botanistes. Ils révèlent petit à petit leur vie secrète par le biais de démonstrations multiples à l'autodéfense, la coopération ou encore la communication. On pourrait même se poser une question au passage, c'est est-ce que le poumon vert dont se vante l'Amazonie ne devrait-il pas se redéfinir selon la population verte de la planète ? La botanique se définit par l'étude globale des plantes et fut dès l'Antiquité à la fois perçue comme partie intégrante de la science biologique mais aussi de la médecine au moyen de ses propriétés curatives. Au travers de sa chronologie de la Grèce antique jusqu'à l'Empire romain, plus d'1 millier d'espèces de plantes étaient dès lors déjà connues et classifiées. Ce cadre d'étude s'est notamment développé du 15e au 17e siècle, en grande partie lié à l'invention de l'imprimerie, qui a conduit à la multiplication du nombre d'espèces connues. En réponse à ce large panel d'espèces connues, la fameuse théorie évolutionniste darwinienne vient apporter une classification phylogénétique des végétaux, basée sur une relation de proximité avec un ancêtre commun, lui-même résultant d'une sélection naturelle. Aujourd'hui, la botanique est une branche essentielle des sciences, ayant notamment contribué à la formation de nouvelles voies environnementales ou écologiques. Et justement, parallèlement à l'expansion de la botanique, la population mondiale connaît un déséquilibre entre population urbaine et population rurale. Les villes s'étendent, la déforestation s'accélère et l'empreinte CO2 s'approfondit. En moyenne, 38 gigatonnes de CO2 est rejeté en 2020. Les végétaux voient paradoxalement leur place décroître au sein du globe. Et l'homme finit par avoir une vision excentrée de ce qui l'entoure. De nombreuses branches en sciences ont découlé de la botanique, et l'une d'entre elles consiste à analyser la mémoire et l'apprentissage des végétaux, la neurobiologie végétale. Au cours des années 80, au sein d'une région sud-africaine, une mortalité anormale touche les grands koudous, une forme d'antilope élevée à destination de la chasse. Leur autopsie va révéler un paradoxe au degré plus ou moins étrange. En fait, les espèces en question sont mortes de faim, mais leurs estomacs sont remplis de feuilles d'acacia. Le chercheur Wouter van Hoven va alors procéder à une étude des feuilles en question. Leur concentration en tannin, une substance végétale, est fortement élevée. Le scientifique va dès lors supposer une communication intra- et intervégétale liée à cette libération de substances.
qui permettrait aux arbres d'alerter leurs voisins entre guillemets à une certaine distance ΔD et de synthétiser une forte concentration de tanin dans leurs feuilles. Le tanin, quant à lui, se définit comme une molécule de la famille des polyphénols et dont la propriété majeure est de précipiter les molécules organiques, telles que les glucides ou les protéines. Les résultats de Wouter sont concluants. Il va souligner un freinage de la digestion causé par cette forte concentration de tanin dans les feuilles. Je viens de retrouver une carcasse de serpent, regardez, c'est assez impressionnant. D'après un rapport de la National Science Foundation, dès qu'un arbre est attaqué par une espèce, il libère des substances chimiques, des phéromones. Basé sur des expériences d'isolation de la plante, l'hypothèse était la suivante. Les arbres attaqués émettent des substances chimiques qui diffèrent la qualité des feuilles de ceux qui ne sont pas attaqués. De cette manière, si les plantes non attaquées émettent bel et bien cette substance, mais dans des conditions différentes, alors les plantes communiquent bien entre elles. Après avoir placé une colonie de chenilles pyrales sur un arbre, plusieurs résultats tendaient à constater que la qualité des feuilles se déplaçait en réponse à la position des chenilles, sur une certaine distance ΔD. Les substances chimiques désignent en réalité plusieurs formes et sous différents états de composés chimiques. A titre d'exemple, l'acacia libère de l'éthylène, l'acide gras volatile, sous forme gazeuse dans l'atmosphère, ce qui permet aux autres arbres de le capter et par conséquent de synthétiser à leur tour une certaine quantité de tanin dans leurs feuilles. Un autre chercheur, Deon Furstenburg, va affirmer les propos de Wouter van Hoven en montrant toute cette influence sur un exemple précis. La girafe. Au cours de son évolution, il va mettre en valeur le graphique suivant, en accord avec Wouter van Hoven. La concentration en tanin dans les feuilles en fonction de la quantité d'acide gras volatile produit, permettant ainsi de souligner une réponse de synthèse en tanin liée à l'éthylène rejeté par les acacias. En s'attaquant aux protéines du tube digestif, le tanin empêche son bon fonctionnement. Plus sa concentration est élevée, moins il y a d'énergie, et donc moins, voire plus de digestion, et donc mort de nos pauvres coudous en fin de chaîne. Mort de faim du coup. Le comportement de la girafe, lui, est mieux adapté. Elle mange des feuilles d'arbres sur un certain arbre, puis se déplace sur un autre arbre quand la concentration en tanin augmente. Un arbre qui est en dehors du périmètre, bien sûr. Les arbres libèrent donc diverses substances chimiques, comme l'éthylène rejeté sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Mais on pourrait se demander ce qu'il en est de leurs racines. 90% de leur longueur étant formée par les racines secondaires, ou radicelles, on peut alors se questionner quant à l'existence d'un véritable réseau de communication souterrain. L'échange peut dans un premier temps se faire par voie racinaire. Dans son livre La vie secrète des arbres, l'ingénieur forestier Peter Wolben affirme que les arbres communiquent par réseau interracinaire. Ce qui lui confère une solide justification, c'est sa découverte en pleine forêt il y a quelques années. Il a découvert ce qui semblait à première vue être un immense rocher, mais qui s'avère en réalité être une immense souche d'un arbre qui n'est plus de ce monde depuis des centaines d'années. C'était en réalité l'arbre voisin qui l'alimentait en nutriments par voie racinaire. En effet, vous le savez presque tous, mais les arbres utilisent l'énergie lumineuse pour créer leur propre énergie chimique, le glucose. Tout ça se fait grâce à un procédé de transfert d'électrons des pigments chlorophylliens qui captent cette énergie lumineuse et se trouvent dans un état dit excité. Ces pigments se trouvant dans les feuilles, ce qui leur donne leur couleur verte, un arbre sans feuilles ne peut par conséquent pas synthétiser sa propre énergie chimique. C'est le principe de la fameuse photosynthèse. Mais en fait, à défaut d'être interracinaire, cette communication peut se faire à l'aide du mycélium, les mycorhizes, des champignons, qui se lient aux arbres et qui font une communication entre ces arbres, ce qui multiplie leur longueur de connexion. Un spécialiste, Paul Stamets, s'amuse à métaphorer ce réseau de filaments de champignons à un véritable réseau internet, toutes les plantes étant interconnectées entre elles par les mycorhizes. Elles peuvent prévenir de pathogènes de l'environnement ou de prédateurs. Une plante qui serait attaquée, ici par une chenille, va changer sa composition chimique et ce signal va se diffuser à travers les mycorhizes, de quoi permettre à ses voisins de se prémunir contre ces herbivores. Merci beaucoup. D'un point de vue du biologiste, il est important de différencier deux types de mycorhisation.
l'endomycorhize et l'ectomycorhize. Le mycélium du champignon se déplace dans le sol jusqu'à parvenir aux racines, par le biais des hormones sécrétées par la plante. Une fois détectés, ces derniers développent soit un véritable manteau cellulaire autour des cellules végétales dans le cas de l'ectomycorhize, ou bien les pénètrent dans le cas de l'endomycorhize, ce qui crée des arbuscules et vésicules à l'intérieur des cellules végétales, par fusion des composés des deux cellules pénétrant l'ensemble du cortex racinaire. Ceci permet, dans ce cas-ci, c'était dur à dire, un véritable échange entre le champignon et l'arbre. Et pour finir, vous l'avez compris, les champignons s'alliant à plusieurs arbres, ils forment un véritable réseau de communication souterrain, où les arbres échangent leurs composés chimiques d'ici. Une autre expérience d'une écologue canadienne Suzanne Simard, accompagnée de ses étudiants, affirme tout ça, mais d'un point de vue différent. En emballant des branches de pin de l'Oregon dans un sac plastique et en y injectant une certaine quantité de CO2 radioactif, les feuilles sont forcées à synthétiser des sucres qui peuvent être suivis de près. Et tout ça grâce à un instrument de mesure, le compteur Geiger. Cet instrument a été révélateur. Il a mis en évidence la diffusion des sucres aux arbres environnants, comme prévu, mais aussi le fait que la plupart des arbres où s'opérait la transaction étaient soit les plus volumineux, soit les petits arbres autour d'eux, qui seront donc qualifiés d'arbres mères et d'arbres fils. Suzanne a alors pu cartographier les interconnexions mycorhizaires, et ça donne ça. Par ailleurs, les plantes seraient non seulement capables de communiquer, de s'échanger des trucs, mais aussi de savoir si une plante voisine est de la même famille ou non. Ça peut paraître étonnant, mais ça porte à confusion. Une autre chercheuse, Suzanne Dudley, a fait l'expérience suivante. Elle a planté d'un côté 2 graines de même famille, et d'un autre côté 2 graines de familles différentes. Après 40 jours, elle a séparé le corps des plantes et leurs racines, et elle a pesé les 2 parties distinctes. Les racines étaient bien moins lourdes quand les plantes étaient de la même famille que quand elles étaient de familles différentes. Les plantes préféraient le développement de leur organe reproducteur, leur coopération étant possible pour obtenir les minéraux dont elles ont besoin. Dans la première partie, on a vu que les arbres pouvaient communiquer par voie aérienne, par une libération de substances chimiques via l'éthylène, etc. On a balayé pour le moment les 2 voies bien connues de communication entre les arbres, la voie aérienne et la voie souterraine. Je voudrais juste revenir dessus 2 minutes, histoire de comprendre quel est, d'un point de vue microscopique, le mécanisme de libération de cette substance dans l'atmosphère. Il existe un très large panel de substances chimiques, de ce qu'on appelle hormones végétales, de véritables messagers chimiques qui se déplacent dans le corps cellulaire chez la plante, en vue d'un soutien pour répondre à un stimuli. Un stimuli constitue quant à lui une altération dans le milieu interne ou externe de l'organisme, qui peut avoir une conséquence sur cet organisme. Par exemple, l'auxine est une hormone végétale, dont la majorité est synthétisée à l'extrémité des pousses et des racines des plantes, qui lui permet d'avoir le rôle de messager grâce au mécanisme souterrain. Son rôle, quant à lui, se définit essentiellement par le développement de la plante, de la maturation des fruits, de la chute saisonnière des feuilles, mais surtout de contrôler l'élongation et le tropisme de la cellule. En gros, de contrôler la forme et l'orientation de la plante. C'est un peu elle qui vous force à mettre des bâtons pour tenir vos plantes droites. Si la source de lumière n'est pas située directement au-dessus de la plante, l'auxine sera plus concentrée sur les zones où elle reçoit le moins de lumière. De cette manière, les parties les plus concentrées s'allongent et donnent une forme à la plante. C'est comme ça que des chercheurs de l'INRA de Clermont ont pu mettre en évidence, dans une expérience en 2019, la capacité gravitationnelle des plantes. Juste en plaçant des néons perpendiculairement à la plante, et elle s'est redressée magiquement en poussant. Une expérience magnifique et qui coûte rien. Bon, c'est l'heure de conclure. Les arbres communiquent-ils entre eux? Dans un premier temps, on a brossé le portrait chronologique de l'étude des plantes qui a émergé du 15e au 17e siècle jusqu'à son étude très approfondie aujourd'hui. Dans un second temps, on a analysé tant à l'échelle microscopique qu'à l'échelle macroscopique les 2 moyens fondamentaux de communication entre les arbres, ce qui reflète une intelligence cachée.
les messagers chimiques souterrains et les messagers chimiques aériens. Tandis que le mécanisme souterrain constitue un véritable réseau de communication de nutriments et d'hormones, le mécanisme aérien, lui, semble essentiellement doté du pouvoir de libération d'hormones végétales dans l'atmosphère, ce qui conduit à un échange avec les autres espèces à une distance beaucoup plus importante, une capacité qui s'avère essentielle en cas d'attaque. La communication se déterminant comme l'ensemble des interactions qui transmettent une information quelconque, il ne fait alors aucun doute que les arbres communiquent bel et bien entre eux, compte rendu des informations dont on dispose. La question qui pourrait rester en suspens, c'est est-ce qu'on peut parler d'intelligence ? Et d'après les différentes définitions qu'on en a, il faut reconnaître que les plantes possèdent une forme d'intelligence. Elles ont su répondre aux problèmes qu'elles rencontraient lorsqu'elles étaient attaquées par des espèces. Mais alors si les plantes possèdent cette forme d'intelligence, on pourrait se demander si les solutions d'un monde futur ne seraient pas tous les jours à côté de nous. En tant que plantes, elles ont une existence bien plus inscrite dans le temps que nous, des mécanismes acquis sur des millions de générations, certaines ayant des millions d'années. Si on a découvert autant de fonctionnement sur quelque chose qui nous est si proche en si peu de temps, il est en conséquence pas impossible de soupçonner qu'une véritable machine se cache derrière le monde végétal, dont seulement certains rouages ont récemment été découverts. Salut à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était très longue à faire. C'était un petit format documentaire, j'avais envie d'essayer pour voir. Je vous avoue qu'à l'avenir ce sera pas tout le temps comme ça, parce qu'un décalage de quelques mois entre chaque épisode d'accord, mais un an ça commence à faire beaucoup. J'espère à l'avenir pouvoir me caler sur une vidéo par mois, ce serait cool. Bon, ceci dit, vous pouvez retrouver tout le script de cette vidéo dans la description, avec les annexes et la bibliographie. N'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche à l'écran, liker, cloche, etc. C'est hyper important pour moi parce que je suis assez limité tout de suite dans mes productions. Ça vous coûte rien et ça vous prend 2 secondes, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Salut, tchou. Thank you.